Ces attaques aux missiles et aux drones interviennent alors que la Russie, qui a menacé d'intensifier les bombardements si Kiev n'acceptait pas le plan Trump pour mettre fin au conflit, a rejeté la contre-proposition européenne. On va y revenir dans un instant avec vous, Bruno Darroux. Bonjour Bruno. Bonjour Pauline. Alors que les pays de la coalition des volontaires qui soutiennent l'Ukraine vont se retrouver aujourd'hui dans une réunion en visioconférence, écoutez ce qu'en disait tout à l'heure Emmanuel Macron, interviewé par nos confrères de RTL. Nous voulons la paix. Mais nous ne voulons pas une paix qui soit en effet une capitulation, c'est-à-dire qui mette l'Ukraine dans une situation impossible, qui donne toute liberté à la Russie, au fond, de continuer, d'aller plus loin, y compris vers d'autres Européens, et mettre notre sécurité à tous en danger. Voilà pour la position française qui fait écho à la position européenne, des Européens qui ont vraiment les moyens d'infléchir la proposition américaine ? Écoutez, en tout cas, ils tentent. Ils ont plutôt quand même réussi, lors des négociations de Genève, à revenir un peu dans la partie, à affirmer leur soutien à l'Ukraine et puis, bien sûr, à défendre leurs intérêts. Alors, vous venez d'entendre Emmanuel Macron. La paix, oui, bien sûr, mais la paix, pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix, et pas une paix en forme de capitulation. Donc le message est assez clair, porté par Emmanuel Macron, qui va coprésider avec le Royaume-Uni une réunion aujourd'hui donc de la coalition des volontaires. Vous en avez parlé, donc cette trentaine de pays qui sont alliés de l'Ukraine, essentiellement des pays européens. Alors, les Européens, ils sont un peu revenus parce que ils ont présenté des propositions ou des contre-propositions, comme on voudra, au plan de paix, entre guillemets, proposé par l'administration Trump il y a quelques jours. On en parlait hier matin. Ils mettent en avant une armée ukrainienne qui reste crédible. Ils demandent un cessez-le-feu avant d'aborder l'épineuse question des territoires. Et puis, ça c'est le plus important, ils exigent une vraie garantie de sécurité pour l'Ukraine. Alors, ils ont ajouté une petite concession à la Russie qui, comme le souhaite apparemment Donald Trump, pourrait revenir au sein du G8. Voilà les propositions des Européens. Ils essaient de se faire entendre. On ne sait pas encore ce que répondent d'ailleurs les Américains. Les tractations se poursuivent certainement en coulisses. Les Russes, eux, au bout de quelques heures quand même, ont été très clairs. C'est niet aux propositions européennes. À vrai dire, ce n'est pas une surprise. Les Russes, visiblement, préfèrent continuer à négocier directement avec les Américains. C'est le cas en ce moment à Abu Dhabi, selon nos confrères de Reuters et CNN. Ce qui est assez notable, Bruno, c'est que ces propositions provoquent quand même des remous au sein même du Parti républicain aux États-Unis. Est-ce que ça pourrait forcer Donald Trump à bouger un peu sur ces lignes ? Écoutez, peut-être, on verra. On sait que le camp républicain, il s'est déjà divisé sur l'attitude de Donald Trump dans l'affaire Epstein. Voici maintenant que les divisions assez classiques, qui existent de longue date, entre pro-russes et anti-russes au sein du Parti républicain, désormais s'expriment publiquement. Hier, il y a eu plusieurs sénateurs américains qui ont expliqué que le plan concocté par l'administration Trump avait un air très russe, que peut-être même il avait été rédigé en russe puis traduit en anglais. Il y avait certaines formulations en anglais qui n'étaient pas vraiment English, si vous me passez l'expression. Bon, la Maison-Blanche a démenti, évidemment. Certains sénateurs rappellent que l'histoire des États-Unis, c'est quand même la défense du monde libre et des valeurs démocratiques, que l'identité américaine au XXe siècle s'est construite en grande partie contre le danger communiste que représentait l'URSS. Et puis d'autres n'hésitent pas à accuser Donald Trump de se faire berner par Vladimir Poutine. Par exemple, le sénateur républicain Mitch McConnell, Poutine, je cite, Poutine a passé toute l'année à tromper le président Trump. Les conseillers du président sont plus préoccupés par l'apaisement de Poutine que par la paix réelle. Donc vous voyez que ça tangue un peu au sein du Parti républicain, sans oublier bien sûr les divergences entre l'émissaire de Donald Trump pour l'Ukraine, Steve Witkoff, et le secrétaire d'État Marco Rubio, qui lui est plus méfiant vis-à-vis de Moscou. Vous obtenez peut-être avec tout ça une des clés qui pourrait expliquer les changements de pied de l'administration Trump, sans compter, parce que ça existe aussi au sein du Parti républicain, des accusations d'amateurisme concernant la façon dont la politique étrangère des États-Unis est conduite en ce moment. Les Russes, eux, restent, mais comme depuis le début du conflit, sur une ligne maximaliste. Sachant tout ce que vous venez de dire, Bruno, quels peuvent être les scénarios pour un plan de paix ? Écoutez,
on va voir dans les prochaines heures et les prochains jours. L'ultimatum du jeudi 27 novembre est tombé. Bon, en gros, soit on débouche sur un compromis, mais franchement, avec la réaction des Russes, proposition européenne notamment, ça paraît très peu probable, soit ce plan, entre guillemets, va échouer au final. Vladimir Poutine, lui, pour le moment, il empoche un peu ce qu'il peut empocher, c'est-à-dire qu'il inscrit quand même l'idée qui est partagée même par certains Ukrainiens, que, par exemple, les territoires conquis par la Russie resteront à la Russie. Et puis déjà, pour lui, c'est bien, il attend la suite. Alors, on le voit, l'espoir d'un accord de paix, à ce stade, elle est très faible, car, il faut le rappeler quand même, toute l'histoire de l'humanité le montre, dans tout conflit, pour aboutir à une paix, il y a deux solutions. Soit il y a une solution militaire, c'est-à-dire que le vainqueur défait l'adversaire et impose sa paix, comme par exemple les Alliés contre l'Allemagne nazie en 1945, soit il y a une réelle volonté des deux protagonistes, à un moment donné, de stopper le conflit, de se réconcilier et de faire aussi en sorte que la justice fasse son travail sur les exactions et les crimes commis. Ça a été le cas, par exemple, dans le conflit en ex-Yougoslavie. Autant vous dire, Pauline, que concernant Kiev et Moscou, on n'en est pas là du tout. Merci beaucoup, Bruno.